7h17, c'est le moment de retrouver Maxime Binet pour le Café sans filtre. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandre, il nous reste 13 jours avant d'aller voter. Ça se rapproche. Ce matin, nous recevons un responsable de Défi. Bonjour Michel Claes. Bonjour. Vous êtes sur la liste fédérale de Défi à Bruxelles. Monsieur le juge, vous allez m'en vouloir en ce début d'interview, mais votre parti n'est pas en bonne santé. Selon les derniers sondages, 7,2% d'intention de vote à Bruxelles. C'est ce qui apparaît dans le dernier baromètre. Question simple, donc, pour débuter cet entretien. Défi joue-t-il sa survie à moins de 2 semaines des élections? Mais très certainement non, bien sûr. D'abord parce qu'on est à 2 semaines des élections, ensuite parce qu'un sondage reste un sondage alors qu'il existe encore 30% de personnes indécises, et que d'un autre côté, il y a tellement de personnes qui se sont manifestées en disant « je vais voter par Donc c'est pas dépit ». panique à bord alors? Pas du tout, au contraire. Je voudrais quand même revenir sur un élément. Je disais encore ce matin dans la Libre. Regardez, après ce qui s'est passé chez Défi. Attends, il faut arrêter avec cette désinformation. Hein. C'est de la désinformation, ça? C'est une désinformation. Il n'y a plus de cri chez Défi? Mais vous avez entendu quelque chose depuis 2 mois et demi? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de type démocratique. Nous sommes un parti qui votons les listes. Alors, il y a une erreur de calcul parmi toutes les listes votées. Eh bien, la friction s'est faite. Quelles conséquences y a-t-il à cela? Il y a une personne qui a quitté le parti et une armée de militants jeunes qui ont continué à cela. On s'étripe au MR, on s'égorge du côté du Parti Socialiste, les gens quittent. Mais tout le monde en a l'habitude. Chez Défi, tout d'un coup, on n'en a pas l'habitude. Alors on se précipite là-dessus, comme je resterai poli. Mais je parlais du bac clergé. Mais non, maintenant ça suffit, quoi. Il faut un petit peu se réveiller en se disant que ça n'a rien à voir. Ça va mieux chez Défi et ce parti ne joue pas sa survie malgré. Mais pas du tout. D'accord. Vous êtes en campagne, hein, vous faites souvent les marchés, vous faites des débats auprès des étudiants ou d'autres institutions. Est-ce que vous sentez, citoyen, son envie d'aller voter ou pas? Le problème, c'est que les citoyens que je rencontre ont envie d'aller voter, sont là pour nous écouter. Alors, effectivement, il est possible qu'il y ait une certaine volonté en recul de la citoyenneté, qu'on a peut-être assez du monde politique, et ce qu'il faut vraiment leur représenter aujourd'hui. À tort ou à raison? Mais peut-être à raison, parce qu'il y a plusieurs phénomènes. J'entends souvent, c'est toujours les mêmes têtes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à leurs promesses, etc. Et là, je comprends le citoyen qui est désemparé. De plus, maintenant, nous sommes en train, à plusieurs, à montrer qu'il existe un réel problème de société par rapport à des phénomènes qui n'ont pas été pris en compte par le monde politique antérieurement, et que là, il y a matière quand même à s'en inquiéter. Eh bien, on va en parler, monsieur le juge. Venons au dossier de fond de cette fin de campagne. Vous avez eu cette phrase dans la presse: la Belgique est en danger. Lorsque vous avez évoqué le thème de la laïcité, quel est ce danger qui menace notre État, selon vous? Il existe des phénomènes qui ont été mis en évidence, notamment par la Sûreté de l'État, le Comité R. Comité R, c'est le gendarme des services secrets belges. Voilà, exactement. Alors, l'entrisme des frères musulmans, société secrète créée en 1928, elle est présente en Belgique. Elle a d'ailleurs organisé... Plus qu'ailleurs? Non, de la même manière. Ces gens sont omniprésents parce que c'est un financement international qui permet une pénétration Donc du monde ils sont présents en Belgique. Mais tout a été organisé depuis la ville de Peshawar, du temps de l'invasion par l'Union soviétique de l'Afghanistan. La première ville à avoir été impactée, c'est Londres. D'accord. On appelle ça la filière Peshawar-Londres, et actuellement, vous avez une tentacule qui se fait au niveau de la radicalisation. Et sur Bruxelles, et le salafisme pose le même problème. Ce sont des djihadistes, donc en réalité, il faut, par rapport à la mentalité, un enseignement de racrapotement de la communauté religieuse musulmane qui n'est pas, je dirais, directement concernés par cela, parce que c'est une religion comme une autre, c'est une religion magnifique, avec un passé magnifique, mais le problème actuellement, ce sont ces deux armées de l'ombre qui créent un problème chez nous, et les conséquences immédiates, nous les voyons dans l'enseignement et dans nos écoles. D'accord, le danger du salafisme, pour vous citer, aussi des frères musulmans, mais ça se traduit où? Dans quel pan de l'État? Le pan de l'État, il y a au niveau de la Sûreté de l'État déjà la dénonciation de certains fonctionnaires, et ils n'ont pas hésité à dire au Comité R qu'il faudrait évidemment s'en départir. Alors si les fonctionnaires sont se débarrasser de certains fonctionnaires. Certains fonctionnaires, c'est le rapport à la Sûreté de l'État, hein, je ne fais que le citer. D'autre part, je rencontre énormément d'enseignants qui décrivent toute leur déstabilisation par rapport à l'enseignement dans certaines écoles. Il y a une communautarisation de l'enseignement, c'est incontestable. Et ceux qui disent le contraire, eh bien je suis désolé, soit ils mentent, soit alors vraiment ils ont quelque chose dans les yeux qui les empêche de les ouvrir. Alors il est temps maintenant de se rendre compte que si on ne fait pas une marche arrière avec une revisitation du système même scolaire et
d'une manière générale, pour le faire dans toutes les écoles. Donc vous dénoncez le communautarisme au sein de l'enseignement, d'accord? Oui, je ne suis pas le seul, attendez, je ne suis pas le seul, et je le fais depuis des années, entendons-nous bien. Eh bien là, nous avons un réel problème par rapport aux conséquences, je dirais, plus violentes qui pourraient apparaître parce que la radicalisation, c'est l'école du terrorisme. Daesh est vivante. Vous souvenez des attentats de Moscou, Daesh, il est là, il est en Afghanistan. Et nous allons vivre, après les attentats de Moscou, d'une violence incroyable, des épreuves telles que notamment les Jeux Olympiques en France. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une volonté symbolique de porter atteinte à ce moment-là. Est-ce que vous n'êtes pas stigmatisant, Michel Claes? Il y a d'autres menaces aussi, l'extrême droite, l'extrême gauche. Il y a l'extrême droite et l'extrême gauche. Notamment le milieu anarchiste également, et c'est toujours la sûreté de l'État qui demande évidence dans ses rapports. Alors je ne suis pas stigmatisant par rapport à cela, mais là, immédiatement, on peut voir les conséquences du phénomène et on peut y répondre à ce qui se passe à ces phénomènes, notamment dans le domaine de l'enseignement. Et là, si vous voulez, la stigmatisation que je fais, elle n'est pas limitée. Il y a pour moi aussi une radicalisation politique en Flandre. Est-ce que vous imaginez que j'entends? Et je reçois comme question, mais vous pensez que les Flamands sont racistes? Non, mais on apprend au monde flamand à l'être par une pénétration d'idées, de radicalisation en disant le Wallon fainéant. Regardez un petit peu ce que la haine, ce que le Vlaams Belang ose montrer comme spot publicitaire pour la campagne, où vous avez ce pauvre cycliste flamand en train de pédaler parce qu'il traîne derrière lui le gros Wallon fainéant. C'est pas de la radicalisation politique, mais d'accord, mais par rapport à ce que vous donnez censé dénoncé ce matin par rapport à l'entrisme des frères musulmans, au salafisme. Est-ce que c'est aussi présent dans les partis politiques en Belgique? J'espère que non. Pourtant, votre président de parti dit notamment qu'il n'a aucun problème à répéter, il a répété à plusieurs reprises, que les écolos sont les relais de l'islam politique. Il a parlé de relais et non pas de pénétration. Être le relais, c'est peut-être se tromper de combat. Et c'est quoi alors ce relais? Le relais, c'est tout simplement à un certain moment de ne pas vouloir prendre en main le problème en lui-même, dans la reconnaissance de son existence, et ouvrir les portes. Moi, j'appelle ça ouvrir les boîtes de Pandore de la radicalisation et de l'islamisme. Et ça, c'est évidemment très grave. C'est pour cela que vous voulez inscrire la laïcité dans la Constitution en Belgique? C'est pas juste dans la Constitution, un mot dans une Constitution, ou dans la loi. C'est un texte ou une loi qui serait semblable à celle de 1905 en France, et aussi réfléchir à une pénalisation de la radicalisation qui traîne derrière elle pour eux, les fameuses infractions à la charia. Ils veulent la charia. Eh bien, vous avez donc, c'est l'homophobie, c'est la fornication sans mariage, c'est l'apostasie. Eh bien, si vraiment on veut de cela... Eh bien, vous êtes dur ce matin. Autre menace contre notre État, vous nous dites la criminalité financière qui ne s'arrête pas aux narcotrafiquants, à cette guerre que nous livrons contre les narcotrafiquants. Quelle est cette lutte que l'État doit mener, justement ? Alors, il y a urgence à mener cette lutte vu le produit financier que les organisations criminelles sont en train d'engranger. Oui. Alors, les narcotrafiquants, c'est gigantesque. Vous connaissez mon principe, 1 gramme de cocaïne, 50 €. Vous imaginez 1000 tonnes par an qui passent par Anvers, avec Brest, Amsterdam, etc. Vous ajoutez à ça le trafic d'armes, les grandes escroqueries, le trafic à la TVA de type carrousel, 150 milliards par an, la contrefaçon, 300 milliards, la traite des êtres humains, le droit pénal de l'environnement, 3e produit visé par l'ONU des organisations criminelles dans le trafic de déchets et le trafic de faune. Vous ajoutez la cybercriminalité qui est en train de nous bouffer, excusez-moi, non seulement notre vie privée, mais aussi la pénétration de nos systèmes. Vous êtes sans doute hacké sans le savoir. Eh bien, ça suffit. Voilà, je le dis. D'accord. Et c'est pour cela aussi que notre État est en danger. Vous proposez, et ça sera ma dernière question de cet entretien, une sorte de secrétariat d'État contre la lutte contre la criminalité financière. C'est quoi? C'est une sorte de secrétariat d'État, une sorte de super flic, super juge pour ce prochain responsable politique, si ce secrétariat est créé pour la prochaine législature, brièvement. C'est fondamental, et si les gouvernants qui vont apparaître, on verra bien, je ne sais pas dans quel délai après le 10 juin, mais s'ils ne prennent pas en main la lutte contre la criminalité financière en créant un outil qui est finalement la jonction d'un outil précédent, parce que le secrétariat d'État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale existait déjà. Super juge, alors trop de pouvoir pour un responsable politique. Un juge condamne des individus. Ici, c'est en réalité une interface qui serait imposée au pouvoir régalien. Évidemment, la justice, les finances, c'est clair, et les affaires étrangères et l'intérieur, pour permettre en réalité une lutte à la fois nationale et internationale en rassemblant absolument tous les pouvoirs qui seraient, d'un point de vue régalien, possibles d'organiser pour lutter contre le phénomène. Et notamment au niveau de la police, c'est organiser aussi les brigades spécialisées, créer une armée informatique. C'est comme ça qu'en Sky, ici, on a réussi à percer
les communications cryptées des criminels. Regardez un petit peu ce que ça a rapporté pour un petit dossier. Et on en parlera encore, évidemment. Merci à Michel Clay. C'était votre Café sans fil qui porte décidément bien son nom ce matin. Merci. Voilà, merci. 7h27.